Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Coup de canon, le podcast consacré à l'actualité des Gunners. Aujourd'hui, on débrief. Alors pour vous, ce sera le premier débrief. Pour nous, ce sera le deuxième parce que, allez, petite anecdote du week-end. Cet enregistrement est fait dimanche après-midi, il est 16h40 et le premier a été fait à chaud après le match, a duré très longtemps, avait des connotations assez énervées parfois, mais c'est pas qu'on n'a pas voulu vous le diffuser, c'est juste qu'on a eu un énorme problème technique et qu'en fait l'enregistrement a capoté et donc du coup on enregistre cette fois-ci donc pour la deuxième fois l'épisode, mais à tête reposée, on va dire, et la colère, en tout cas une partie de la colère, étant derrière nous. Pour m'accompagner avec moi, mon hôte du week-end qui m'a rendu visite et qui a regardé le match, notamment celui-ci, avec moi, j'ai nommé mon ami Meshad. Meshad, salut! Hello, good morning. Ça, c'est parce que j'ai vécu en Angleterre. À peu près une demi-heure. Euh, Perrine, on t'aime. Et sinon, Il n'y a que elle et Pierre qui comprendront d'ailleurs. exactement. Euh, Mais non, mais écoute, c'est pas plus mal que qu'on fasse ce podcast parce que moi, hier, j'étais très énervé, j'étais même plutôt agressif. Et donc, je pense pas que c'était très, très audible pour les auditeurs. Donc, c'est bien qu'on le fasse à tête reposée, avec un ton un peu plus calme, on va dire. Avec un peu plus de recul, on va dire. Voilà. Donc, Meshad, sois bienvenue sur cet épisode et bienvenue, bien évidemment, à nos auditeurs. Nous serons que deux aujourd'hui, Meshad. Hier, nous étions deux également. On va rentrer dans le vif du sujet. Arsenal recevait Aston Villa. Il y avait... Les enjeux étaient connus. Liverpool l'avait emporté en toute fin de match face à Brentford. Brentford, à l'extérieur, ouais, à Brentford. Oui, Oui, c'est ça. à Brentford, ouais. Il fallait gagner pour pouvoir continuer à leur mettre la pression. Et c'est un match finalement en deux temps que l'on aura vu, vécu, subi. Et la mauvaise opération, elle est clairement côté Arsenal. Avant de faire la compo, Michad, je te propose l'instant passion, ton instant passion, le coup de gueule ou le coup de cœur du jour, du match. La parole est à toi. Mon instant passion, moi, ce sera Arteta. Et du coup, Euh, plutôt en coup de cœur ou en coup de gueule? Bah, j'en peux plus en fait. Ça y est, j'ose le dire. Je le trouvais, j'ai essayé de lui trouver des circonstances atténuantes sur les derniers matchs et sur les derniers mois même, je dirais. Mais là, je j'arrive plus à lui trouver d'excuses. On reviendra dans le détail de cet instant passion, mais lui qui est d'ailleurs à l'initiative du mot passion, tu vois, qui était aussi un hommage. Moi qui l'a défendu très longtemps et même au début quand beaucoup voulaient son éviction. Je sais, je ne dis pas que je veux son départ, mais je dis que j'ai du mal à le suivre et que j'arrive plus à lui trouver d'excuses valables. Ok, ben on y reviendra au courant de cet épisode, probablement en fin d'épisode, une fois qu'on aura débriefé des deux périodes. Est-ce que tu as un instant passion, toi? Alors, je t'avouerai honnêtement que je me rappelle pas du tout de mon instant passion d'hier. Donc moi, je vais avoir un coup de gueule. Ça va être, et ce sera peut-être celui d'hier, je ne sais vraiment plus. Moi, mon coup de gueule, c'est que on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, même si ça reste du foot, même si c'est Aston Villa qui est en face. Mais sur ce match-là, proprement dit, on n'a pas le droit de lâcher le match et de laisser le match comme ça quand on connaît les enjeux de ce championnat et quand on nous dit que on n'est pas parti pour une saison blanche et qu'on est encore dans la course. Et à chaque fois, en fait, que en tant que Gunners, tu as une once d'espoir de pouvoir revenir dans cette course au titre, Bam, et ben en fait, on te rappelle que t'es limité. bah, que t'es limité ou que si vraiment tu vas chercher le titre, c'est plus parce que en fait à aujourd'hui, si on va chercher le titre, c'est plus parce que Liverpool va défaillir que nous qui allons
qui allons progresser. Donc ça sera mon coup de gueule et je pense que il interviendra un petit peu avant le tien. Mais Chad, la composition de l'équipe. Alors, avant de la donner, rappelons quand même les faits. Nous sommes dimanche, le match a eu lieu samedi. Vendredi, on a appris que Saliba n'avait pas participé à l'entraînement. Sur les réseaux, on a vu quelques vidéos passer du match de Tottenham qui pourrait être, en tout cas où on voit une action en toute fin de match qui pourrait être à l'origine soit de la blessure, soit du réveil d'une blessure ou d'une gêne concernant Saliba. La percée qui fait. Ouais, l'interception aux 16 mètres, je crois que c'est sur un coup de pied arrêté, et il repart, et après il donne la balle, je crois, c'est à Trossard ou à Lewis Kelly, je sais plus, mais en tout cas, on voit, le caméraman le voit bien, puisqu'il zoome sur lui, on voit qu'il se tient Grimace, ouais. la jambe et il grimace. Donc, du coup, après, l'avantage de faire aussi le débrief le lendemain du match, c'est qu'il y a eu les ITV du coach et que Arteta annonçait que Saliba allait passer d'autres examens et que d'une simple petite gêne musculaire, il termine en disant qu'ils sont très inquiets. Donc, Oh, wow. si la blessure est sérieuse, ça va encore plus se compliquer. Donc, connaissant la liste des blessés qui était la nôtre et en ajoutant la blessure de Saliba, il n'y avait pas énormément de surprises dans la composition. Néanmoins, il y avait des options dans cette composition probable. Je te propose de la dévoiler avec toi, Méchad, et d'en débriefer très rapidement. Alors, au but, on avait David Raya, de droite à gauche. Le retour de Thomas Partey en arrière droit, ou de Thomas Partey, comme diraient certains, puisque Timber rentrait dans l'axe en lieu et place de Saliba, Gabriel toujours fidèle au poste, Lewis Kelly qui confirme son excellente saison actuelle. Partey passant arrière droit, c'est Declan Rice qui récupérait le poste de 6 avec Merino en 8 de garde en 10 dans un milieu à 3 et devant. Il y avait Kai Havertz en 9 et encore une fois, comme le match dernier, il y avait trois joueurs pour deux places, à savoir Sterling, Trossard et Martinelli pour les ailes. Et ce sont Trossard à gauche et Martinelli à droite qui ont eu le privilège et l'honneur de débuter cette rencontre. Mais Charles, la question est toujours traditionnelle, elle est très bateau, mais qu'as-tu pensé de cette composition? Est-ce qu'elle t'a plu au départ quand je te l'ai montré, puisqu'on l'a regardé ensemble? Mhm. Voilà. Est-ce que tu aurais fait autrement Alors, je vais essayer de rester calme parce que hier, je suis parti au quart de tour. Oh, tu peux t'énerver si tu veux, Non, hein. non, je vais essayer de rester On est sous calme. la passion. C'est vrai, mais je vais essayer de rester calme. Euh, et ça va rejoindre, et de toutes les manières, tout au long de ce podcast, pardon, je vais faire des allusions à Arteta parce que pour moi, en fait, c'est tout a un effet, enfin, tout a un lien de cause à effet. Je comprends pas, moi, sur cette compo. Alors, certains le comprendront, moi, je le comprends pas. L'absence de Kivior. En fait, mais au-delà même de ne pas comprendre l'absence de Kivior, c'est le manque de considération envers son effectif global que je ne comprends pas. Je ne comprends pas le fait que Arteta ait 12 joueurs en tête et que sorti de ces 12 joueurs, il n'y a rien. Et moi, ça me fait mal au cœur, ça me fait mal au cœur pour les joueurs qui sont au club. Je suis Kivior, sincèrement, hein, je suis Kivior hier, à la fin du match, je demande une réunion à Arteta et je demande à partir. Parce que, en fait, si dans mon club, Saliba n'est pas dispo, Calafiori n'est pas dispo, White n'est pas dispo, Tomiyasu n'est pas dispo, et qu'avec toutes ces absences, je ne suis pas le choix numéro un, enfin, tu vois, le choix remplaçant, et que tu préfères mettre Partey, qui n'est pas un arrière droit pour mettre Timber dans l'axe, je veux dire, à quel moment je vais avoir ma chance? À quel moment Kivior c'est devenu un peintre? À quel moment Kivior il n'est pas capable de tenir son rang contre Aston Villa quand l'année dernière il a fait, disons-le, alors certes sur un poste arrière gauche, mais il a fait 6 mois de bonne facture. Il n'a pas été catastrophique. J'ai l'impression que Kivior il est plus nul que Holding. Il est plus nul que certains défenseurs qu'on avait qui avaient eux la chance. Alors soit Arteta nous dit la vérité, il s'entraîne pas bien, il n'est pas dans de bonnes dispositions, il veut partir, quelque chose, mais en fait qu'il arrête de nous baratiner, de nous mentir en nous disant que tout l'effectif est concerné quand
toi, tu ne concernes pas tous tes joueurs. Tu vois, c'est ça, moi, qui m'insupporte dans cette décision. Et pour tous ceux qui regardent les matchs d'Arsenal, on est quand même tous d'accord pour dire que Partey à droite, ça va pas. Individuellement, depuis le début de saison, il rate pas ses matchs, Partey. C'est une réalité. Hier, il a raté son match. Mais depuis le début de saison, il rate pas ses matchs individuellement. Sauf que collectivement, Partey à droite, ça n'apporte rien. Vu qu'il fait pas de montée, vu qu'il ne dédouble pas avec son ailier, vu qu'il se cantonne à des tâches défensives au milieu de terrain, quoi. Euh, Comment se fait-il que sur un match comme celui-ci, tu ne fais pas confiance à Kivior? Voilà, moi c'est. Donc, non, j'ai pas compris. En tout cas, défensivement, j'ai pas compris. Et on pourra en parler tactiquement parce que je trouve que ça a aussi des conséquences tactiques sur la première et la deuxième mi-temps. Ouais. Alors, peut-être pour compléter ou pour apporter une précision à nos auditeurs. En fait, à partir du moment où Saliba il est blessé, avec l'effectif que l'on a à aujourd'hui, il y avait très clairement euh, deux options, deux 11 de départ qui se dessinaient et deux écoles finalement. Et même au niveau de la fanbase, pour suivre pas mal beaucoup de comptes pro Arsenal ou de supporters, il y avait vraiment, il y avait pas une adhésion à 100% à un plan plutôt qu'un autre, tu vois. Il y avait, en fait, il y a un peu je vais pas dire les pros et les anti-Kivior, il y a ceux qui ont peur de Kivior et ceux qui trouvent qu'il méritait sa chance. Du coup, pour résumer, à partir du moment où Saliba était blessé, la première solution est celle d'Arteta, à savoir Timber rentre dans l'axe et Partey, une nouvelle fois, encore lui, va venir dépanner sur le côté droit, sachant que, alors après on pourrait parler de toutes les versions, mais j'ai pas forcément l'envie, il n'y a aucun intérêt. On aurait pu aussi mettre un arrière gauche de métier à droite, mais franchement ça n'apportait rien. Donc du coup, Partey qui a fait déjà l'intérim à plusieurs reprises cette année, mais également la saison passée, et qui dans certains matchs a fait de très bons matchs défensivement arrière droit. Tu mets Partey à droite et tu laisses Timber dans l'axe, ce qui fait que on a la composition du jour. L'autre option, quand même assez probable, était de dire, OK, ben en fait, je fais un remplacement poste pour poste, à savoir Kivior prend la place de William Saliba, coaché par Gabriel, drivé par Gabriel, entouré de Timber à droite et de Lewis Kelly à gauche, et il fait le taf. Ce qui amenait également, en faisant ça, à faire un autre choix ou faire le même choix au niveau du milieu de terrain. C'est-à-dire, soit tu fais Un choix. tu fais un chouin. Ça va être compliqué, hein? Oui. Quel choix, alors, Bonjour et enfin un chouin. quel choix tu fais du coup? Toi, tu fais le choix, pardon, de laisser Partey en 6 avec Rice en 8 et Ødegaard en 10. Qui est Donc, notre meilleur milieu de terrain depuis pour le le début moment, de ce saison. qui veut dire aussi que Merino est laissé sur le banc. Oui, bah, Alors après, moi, ça ne me dérange pas, il a ça te sa place, hein. dérangera d'autres. Il a sa place. Euh, ou alors, tu peux aussi dire, bah, je fais le même milieu de terrain que hier, mais je mets à ce moment-là Thomas Partey sur le banc. Pourquoi pas? Mais en tout cas, la défense centrale, Kivior-Gabriel, c'est pas forcément quelque chose. Et encore une fois, Kivior s'est trouvé sur un match cette saison. Je ne sais plus lequel, où il a joué en défense centrale, il s'est trouvé sur un match. Est-ce que, honnêtement, à Arsenal, on a toujours jugé un joueur sur une contre-performance? Est-ce qu'on n'a aucun autre joueur qui ait fait des contre-performances et qui était banni pas d'un effectif puisqu'il est sur le banc, mais est-ce qu'il a été banni d'un 11 de départ quand sa présence peut se justifier au vu des blessures? Eh oui. Zivchenko, il a arrêté combien de matchs avant d'être exclu? Ouais, il est encore sur le vent, hein. Havertz, il a arrêté combien de matchs avant de ne jamais être exclu? Oui, bien sûr. Raga, il a fait combien de boulettes avant de ne jamais être exclu? En fait, Sauf que, je te coupe, pardon, mais sauf que Kivior, encore une fois, ça m'embête de pas avoir. J'avais quand même 24 heures pour le chercher, ce match-là, mais le match qu'il a loupé, en fait, nous coûte des points parce que non mais, il fait des erreurs qui amènent des non mais buts, tu vois. d'accord, comme l'année dernière où il fait 6 mois de très bonne facture, le seul match qu'il a raté contre le Bayern, Bayern, et ouais. à partir du moment où il rate ce match-là, Bien sûr. ça y est, terminado. Et en fait, euh, moi, moins, moi, je te le dis franchement, en fait, c'est ça qui transpire et c'est ça qui m'agace, c'est que pour moi, il ne met pas Kivior parce qu'il veut mettre Merino titulaire pour lui donner confiance.
Tu vois, en fait, c'est toujours ça, c'est toujours cette justice ou cette analyse à deux vitesses là qui fait que tu as des joueurs qui, eux, ont le droit de bénéficier de la confiance du coach, qui, eux, ont le droit de faire des erreurs, qui, eux, ont le droit de prendre leur temps pour s'intégrer, et d'autres qui n'ont pas le droit à l'erreur. Et à la moindre erreur, c'est finito pipo, tu vois. Et Kivior, il fait une erreur, allez, deux erreurs depuis qu'il est quand même régulièrement dans la rotation de l'effectif, et il est fini. C'est devenu un peintre, c'est devenu la septième option. Mais franchement, et tout ça parce que toi, tu as acheté Merino, tu as voulu Merino, tu t'es embrouillé avec Edu, Edu est parti en partie à cause de ça. Non, donc et t'es obligé du coup de mettre Merino sur le terrain pour me prouver que tu as eu raison, comme à un moment donné, on t'a tous donné raison avec Avert, tu vois. Et là, en Vert, d'ailleurs, on voit que ça commence à être compliqué. Bref, moi, c'est ça qui m'agace, c'est que c'est pas juste. En réalité, c'est pas juste. Comme la gestion de Nelson l'année dernière, qui était absolument injuste. Nelson qu'on fait partir pour faire venir Sterling. Est-ce que Sterling fait mieux que Nelson? Pas du tout. Tu vois? En fait, c'est ça. Je sais pas pour qui il se prend en ce moment, pour Elon Musk seul contre le reste du monde. Encore une fois, on y reviendra. Mais je trouve la gestion pas juste, et je le dis et je le répète, mettez-vous à la place d'un Kivior où vous êtes la dernière option, vous êtes je sais pas, le caca qu'il y a sur la roue du carrosse. Ben, en fait, vous avez qu'une envie, c'est de partir, quoi. Je comprends Kivior et je comprendrais qu'il veuille partir. Et d'ailleurs, il y a des comportements qui, moi, je pense, justifient ce truc-là, comme le comportement, bon, ça s'est pas vu sur les deux derniers matchs, mais le comportement d'un Trossard. Tu vois bien qu'il y a un truc qui va pas. Il y a le mec, il fait la tête depuis le début. En début de saison, il marque, c'est Saliba qui le force à faire sa célébration parce qu'il n'est pas content. Il est trimballé à droite, à gauche, au milieu, etc. Et je pense que vraiment qu'il y a un problème de gestion au sein de ce club et que Arteta, il est en train de se perdre avec ses principes. Moi, ça me pose problème. Voilà. Moi, je te rejoins parce que pour moi, on en a parlé ensemble, donc en plus tu peux confirmer, c'est que pour moi, Kivior devait débuter, mais encore une fois, c'est toujours tellement simple, nous, derrière notre smartphone ou Alors derrière notre parle-nous, mais écran, parle-nous, dis-nous qu'il s'est pas bien entraîné. oui, non, Dis-nous les je raisons. comprends. Seulement, C'est ça la que je dis, moi. problématique, et là, S'il me dit en conférence, écoutez, Kivior, en ce moment, il n'est pas bien. Dans sa tête, il n'est pas bien, je le sens pas, il s'entraîne pas bien. Ou alors, je considère que c'est que Timber dans l'axe partait à droite. Enfin, en fait, assume tes positions. Tu vois ce que je veux dire? Si derrière, tu me dis non, c'est un choix assumé. Voilà. Parce que par rapport à ce que je vois à l'entraînement, par rapport à ce que je vois en match, j'ai mes joueurs et Kivior, il rentre pas dans ce truc-là. Pas de problème. Dans ces cas-là, au moins, tu as le courage de l'assumer, ce truc-là. Mais me sors pas en conférence que ton effectif il est extraordinaire, que tu as des joueurs extraordinaires, quand tu fais appel qu'à tes 12 mêmes joueurs, en fait. C'est ça. Après, il y a des gens qui, en commentaire, m'expliqueront que, encore une fois, que je suis complètement à côté et qu'il vaut mieux mettre par terre arrière droit. Ok, très bien. Moi, si t'as pas le niveau pour être à Arsenal, bah, en fait, t'es pas censé être au club. Donc, t'es même pas censé être remplaçant. Tu vois, c'est aussi bête et simple, basique que ça dans ma tête. C'est tout. après, sans anticiper ton instant passion sur le cas Arteta, sur lequel on reviendra, mais on commence Oui. déjà à dire pas mal de choses. Mais ce qui est assez flagrant, et depuis des années quand même maintenant, et ça, nous on l'a déjà dit en plus, quand on a fait un épisode spécial sur Arteta, bah, quand on a fait un focus spécial sur Arteta sur la fin de saison, à savoir comment il devait s'améliorer, etc., c'est qu'à un moment donné, il y a une incohérence, c'est de dire que tu préfères sous prétexte de la polyvalence de certains joueurs, faire jouer des joueurs qui vont dépanner à un poste qui n'est pas le leur de formation, Mhm. plutôt que de faire confiance et de mettre quelqu'un qui est né qui est formé à ce poste-là. Mhm. Donc du coup, et de toute façon là-dessus on est clairement aligné. Et Moi je trouve ça assez dérangeant. il y a plein d'exemples, hein. Oui, oui, non, mais Il y a il y en plein a, il y en d'exemples. a, Je suis sûr demain que si tu as un de tes milieux de terrain blessé, je suis sûr qu'il va essayer de mettre Timber au milieu. Tu vois, enfin en fait, je suis sûr qu'à chaque fois, il a ses 12 joueurs et en fait, il se dit, ou 13, et il se dit, OK, comment je fais pour les positionner ceux-là? Et s'il y en a un qui est absent, il va falloir que j'essaye de remanier parmi mes 13 joueurs pour faire en sorte que ces 13 joueurs soient tout le temps titulaires. Mais si tu n'as pas confiance en ton reste de ton effectif, bah en fait, d'une, c'est pas mon problème. De deux, fais ce qu'il y a à faire pour faire en sorte que tu aies confiance au reste de ton effectif. En fait, soit tu recrutes, vends, enfin je sais pas. Moi, c'est pas mon taf après, c'est pas mon métier.
Mais quand même, enfin, euh, comment ça se fait que dans ton effectif, Trossard, il ait joué tous les postes de l'attaque, tous les postes du milieu? Comment ça se fait que dans ton effectif, Havertz, il ait joué milieu, à droite, à gauche, dans l'axe? Comment ça se fait que Martinelli, il se retrouve à jouer à droite, à gauche, attaquant? Enfin, ça n'existe pas, ces joueurs qui sont tout le temps à ce point polyvalents. Et tu vois bien que d'ailleurs, ça marche pas trop. Les joueurs le font parce que c'est leur taf et ils dépannent. Mais en fait, dès que le niveau il s'élève un petit peu, comme hier, par exemple, avec Partey, bah ouais, il fait pas un bon match, mais en même temps, est-ce que tu peux vouloir à Partey de pas faire un bon match quand tu joues pas dans ton poste de base, quoi? Enfin, voilà. Quoi qu'il en soit, Quoi qu'il en soit. non, mais le choix d'Arteta a été fait, le 11 est connu. Finalement, il y avait un ballottage sur deux joueurs, clairement, Merino et Kivior, finalement. Oui, C'était un peu exactement. les deux. Le choix a été Exactement. fait. Ok, en tout cas, parlons maintenant de cette première période, Méchad. Cette Oui. première période où on va pas forcément rentrer dans le détail, mais si on devait la résumer, on voit une première période relativement intéressante de la part de nos Gunners, pardon. Un début de rencontre, je te l'ai même dit, que j'ai trouvé surprenant par rapport à l'adversaire, où je nous trouvais très dominateur, mais du coup, on a aussi dit que Villa était en dedans et que il y avait aussi autre chose que l'on avait remarqué, c'était qu'il y a un joueur qui très rapidement a été en difficulté, à savoir Madsen face à Martinelli. Le résumé de la première mi-temps pourrait se faire de la façon suivante. On rentre au vestiaire en menant 1-0 Mhm, sur un but de Martinelli. mhm. On va juste l'analyser juste après, en tout cas en parler. On a un match qui est quand même relativement maîtrisé. On a des occasions et par contre, toi et moi, on a constaté, alors, pas forcément toujours les mêmes, mais qu'il y avait des joueurs qui avaient fait une bonne première mi-temps. Certains l'ont confirmé en deuxième, d'autres sont un peu plus éteints pour des raisons diverses et variées. Mais on avait déjà identifié que certains joueurs étaient somme toute, si ce n'est en difficulté, en tout cas, en deçà de leur niveau. Et on va essayer d'y revenir. Sur le but, ce que l'on peut dire, c'est que forcément, parler du but, c'est de parler de Trossard et de Martinelli, parce que les deux sont acteurs sur le premier but, à savoir que c'est Trossard qui centre de la gauche, donc de la gauche, Martinelli qui passe devant son défenseur Madsen. Madsen et qui la pousse. Mais franchement, comment dire, l'appel de balle ou la course de Martinelli pour passer devant son défenseur, pardon, c'est une vraie course d'attaquant. C'est vrai. Martinez la touche et la montre de l'arbitre bip et la balle a bien franchi la ligne. Parler de Trossard et Martinelli, c'est aussi de dire que les deux ont fait une bonne première mi-temps. On verra sur la deuxième période juste après. Martinelli, facilité aussi par j'allais dire la médiocrité de la première mi-temps de Madsen, pardon. Trossard qui a mis quand même une bonne dizaine de minutes, je trouve, à rentrer dans le match, mais qui après a vraiment fait une bonne première période, et je peux vous le dire, Un bon une match. très bonne rencontre, un très bon match. Néanmoins, il y avait. Alors, on peut aussi parler de Lewis Kelly, très bon. On peut parler de Declan Rice, très très bon. Moi, j'ai identifié deux joueurs en dessous. On avait identifié tous les deux Ødegaard, qui étaient un petit peu en dedans, moins impactant, moins présent, moins dans l'organisation, bien que le jeu penchait quand même énormément à droite. Et par contre, moi, j'ai trouvé Merino, je vais reprendre un terme que j'ai utilisé la semaine dernière pour ne pas être dans la négativité absolue et ne pas dire qu'il n'a pas été bon. Tu me diras ce que tu en penses. Moi, je l'ai de nouveau trouvé inutile sur le terrain. C'est-à-dire que on peut me dire que Merino fait du Merino, qu'on retrouve le Merino qu'on voyait en Espagne, à savoir un joueur simple, etc. Mais en fait, je pense que très honnêtement, et ça du coup entre le podcast d'hier, l'enregistrement foiré et aujourd'hui, j'ai quand même réfléchi et je pense sincèrement que pour comprendre le jeu de Merino, en fait, j'aurais besoin de comprendre quel est son poste dans l'effectif et qu'est-ce qu'on attend, ou qu'est-ce que Arteta attend de lui. Parce que je pense que, à mon avis, je le vois dans un rôle peut-être qui n'est pas le sien, et dans le rôle dans lequel moi je le vois, il sert à rien. Voilà. Tu veux dans quel rôle? Je le vois dans le milieu gauche, le pendant de garde, un peu plus défensif, mais qui est capable d'aller apporter.
le soutien, le surnombre sur le côté gauche et d'aller chercher de la créativité. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on le voit. Et je le vois pas du tout en 6 parce que il récupère pas un nombre incalculable de ballons. En fait, je trouve qu'il court toujours à contre-temps par rapport au temps de l'action, si tu veux. Voilà. Donc, Méchal, en gros, je te laisse la parole. Tu as pensé quoi de la première mi-temps et quels ont été les joueurs par rapport à ce que je t'ai dit? Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? Alors, pour reprendre sur ton dernier point, Merino. Merino, pour moi, c'est un très bon plat à rater. Tu vois? Ça veut dire que c'est un bon plat que tu aimes beaucoup, mais quand il est raté, bah, il manque de goût et de saveur. Et je trouve que Merino, c'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, c'est très scolaire. Alors après, il est très fort dans ses remises latérales et derrière. Alors là, pour le coup, ça c'est plutôt bien assuré. C'est pas sur Gabriel et c'est pas sur Trossard. Je peux te dire que ah, bon, niveau passe latérale et passe, passe en arrière, on est sur ce qui se fait de mieux en Europe. Pour être sérieux 30 secondes, ce que j'aimais à un moment donné chez Arsenal, il y a 2 ans peut-être, je dirais, allez, même l'année dernière encore, mais surtout il y a 2 ans, c'est qu'on savait le rôle de chaque joueur, les caractéristiques de chaque joueur et ce que chaque joueur apportait au collectif. Qu'est-ce qu'apporte Merino au collectif? Qu'est-ce qu'il apporte? Pas de percussion, pas de créativité, pas de décalage. Si, il est bon dans le domaine aérien, ça c'est vrai par contre. Dans le domaine aérien, il remporte souvent ses duels, ça c'est OK. Allez, à la rigueur. Mais encore une fois, j'ai pas payé, enfin, on n'a pas payé 35. Le club n'a pas payé 35 millions d'euros pour avoir un joueur qui fait des remises en arrière et qui gagne des duels de la tête de temps en temps. Enfin, Merino, est-ce que c'est un joueur qui a été prospecté par le Real Madrid, par Barcelone, par le Bayern, par, euh, par le PSG, allez, même le PSG, tu vois, que je mets dans ce truc-là, par l'Inter? Non, pourquoi est-ce qu'il est chez nous? Pourquoi est-ce que nous, on devrait se contenter d'avoir Merino chez nous? Enfin, à un moment donné, juste remettons l'église au centre du village, ou alors, nous ne sommes pas si ambitieux que ça, nous ne jouons pas les premières places, et dans ces cas-là, c'est OK pour avoir Merino dans notre effectif. Axel disait que Merino, il était là pour remplacer El Neni. Bah alors, il n'est pas censé être titulaire et il n'est pas censé passer devant d'autres gens. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es le troisième choix, moi, ça ne me dérange pas. Merino, dans ces cas-là, effectivement, il a sa place dans ce cadre-là. Mais j'ai l'impression que Merino et Arteta a pour ambition de faire de Merino le remplaçant de Chaka et donc un titulaire quasi indiscutable. Ce qui se passe sur cette première mi-temps pour que les gens comprennent, et c'est pour ça aussi que, encore une fois, j'en veux à Arteta, c'est que moi, déjà, sur la première, j'ai rien compris tactiquement. J'ai pas compris quel était le projet. Avec un Lewis Kelly qui reprenait ce rôle d'arrière intérieur que plus personne ne reprend à part Arteta. Voilà, ça aussi, le mec, il veut crever avec ses idées. Bah, il va crever avec son idée et son ingéniosité qui était à l'époque de mettre Cancelo à Manchester City, arrière gauche, intérieur. Ça avait tellement marché qu'il croit que maintenant, il n'y a que ça qui marche. Sauf qu'on voit bien qu'aujourd'hui, ça n'apporte rien parce qu'en fait, ça décale tout l'effectif vers la droite. Donc Trossard se retrouve seul et heureusement que Trossard fait un bon match aujourd'hui, qu'il est décisif. Mais en gros, je pense qu'il met Lewis Kelly arrière intérieur pour permettre à Merino justement d'être un électron libre et de faire ce qu'il veut. Sauf qu'on l'a très souvent vu derrière l'attaquant, Merino, si tu te rappelles bien du match. Très souvent en 10, très souvent en 9,5. Mais il a pas les caractéristiques pour jouer à ce poste-là, ce qui fait que, de fait, quand on avait le ballon, ben, il se passait rien à gauche et il se passait beaucoup de choses à droite parce que Martinelli, effectivement, sur cette première, était en forme. Et c'est comme ça qu'on peut résumer la première. C'est le duel, en gros, remporté à droite de l'équipe et surtout symbolisé par Martinelli qui a pris le dessus sur Madsens au fur et à mesure du match, qui a permis à l'équipe d'Arsenal de finir avec ce 1-0 à la mi-temps. Euh, mais c'est quand même étonnant que par exemple Martinelli, depuis le début de saison, en gros, est pas bon à gauche et qu'il a du mal à gauche, et que sur un des rares matchs qu'il fait à droite, il réalise sa meilleure première mi-temps depuis le début de la saison. Enfin, je veux dire, c'est quand même étonnant qu'à chaque fois, ce côté gauche soit problématique, peu importe les joueurs que tu mets à gauche, que ce soit Trossard, que ce soit Martinelli ou que ce soit un autre. Pourquoi est-ce que systématiquement, c'est ton latéral gauche qui revient vers l'intérieur? Pourquoi est-ce que le latéral gauche n'aurait pas le droit de combiner avec son ailier comme
le latéral droit chez nous combine avec son ailier. Si quelqu'un est. Après, moi, j'ai des connaissances, vous le savez maintenant, vous avez l'habitude, moi, j'ai des connaissances footballistiques très limitées. Donc, peut-être qu'il y a des choses que je ne vois pas et qu'il faut m'expliquer dans les commentaires. Encore une fois, dans les commentaires, il y a des gens qui sont capables de m'expliquer des bourdes de rien pour me dire que c'est un bon gardien. Donc, je veux bien qu'on m'explique que c'est justifié d'avoir un latéral intérieur qui joue numéro 6 quand on a le ballon et qui laisse un ailier tout seul sur la gauche. Voilà. Donc, expliquez-moi, je serais curieux d'avoir vos explications et surtout de me dire ce que ça apporte. Est-ce que tu as Raoult, toi, tu vois ce que ça apporte ou pas? Bah, en plus, bah, Je vais te poser la question parce que je sais que non. oui, parce qu'en fait, on aurait presque dû se filmer pendant le match parce qu'à un moment donné, je me rappelle, je me suis même levé pour montrer à l'écran que le fait que Ça fait une palette. à un moment donné, MLS rentre en position axiale et finalement c'est Gabriel qui va aller prendre sa place. En fait, ils ont switché les deux postes, Ouais. sauf que Merino était très axial et que finalement au devant de Gabriel, il y avait que Trossard qui était très très loin et que tu ne peux pas combiner comme ça sur un côté. C'est pas possible. Et D'autant que on peut considérer, ok, considérons que, en fait, étant donné qu'on joue beaucoup face à des équipes bloc bas, le fait de mettre un ailier, un arrière intérieur permet de renforcer le milieu de terrain. Et donc, du coup, de verrouiller, de jouer plus haut. À la rigueur, pourquoi pas? Sauf qu'on se rend compte quand même qu'à chaque fois qu'on se prend des buts, c'est souvent côté gauche, tu remarqueras. C'est souvent sur des deux, trois touches de balle de contre où l'équipe est complètement dépassée. Et en fait, le fait de renforcer ce milieu de terrain-là avec cet arrière-gauche, finalement, fait que l'équipe adverse, lorsqu'elle récupère les ballons, est capable de casser des lignes et de nous contrer relativement facilement. Tu vois? Donc en fait, encore une fois, quand ton système ne fonctionne plus, quand offensivement ce que tu proposes avec ce système ne marche plus, mais par pitié, je t'en supplie, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Arteta, Mikel, montre que tu es l'homme intelligent que tu penses être et réadapte ce système de jeu. D'ailleurs, en deuxième mi-temps, j'ai eu l'impression que c'était moins le cas, que Lewis Kelly était plus cantonné sur son côté gauche. Et on se rappelle aussi les bons matchs de Lewis Kelly, à chaque fois, c'est quand il part de son côté gauche. Enfin, je veux dire, il y a quand même, c'est factuel à un moment donné. Moi, je veux bien être rabat-joie, et je passe là aujourd'hui pour le rabat-joie, mais il y a quand même des éléments qui nous prouvent que il y a des limites dans le système qu'il met en place et que dès que ça devient un peu plus classique avec le football qu'on connaît, bah, ça marche un petit peu mieux. Donc, sur cette première mi-temps, il y a eu le space aussi. Raoul dit qu'on a fait une bonne première mi-temps dominante, etc. Je me permets juste de dire que pour moi, et ça je te l'ai dit hier aussi, Raoul, pour moi, ça c'est malhonnête. C'est de la malhonnêteté intellectuelle que de dire que on a été dominant, c'est pas vrai. On a été dominant parce que Aston Villa n'a rien proposé. Pour moi, on n'a pas été dominant parce que collectivement, c'était très fort. On a été supérieur parce que Aston Villa n'a même pas joué. Enfin, je veux dire, donc on a été dominant, quand, mais quelle que soit la raison. à- à- Si tu mets 11 pour moi, voyants, excuse-moi, mais si tu mets 11 voyants face à 11 non-voyants et que les 11 voyants sont dominants, je vais dire qu'ils ont été dominants. Je vais pas mais forcément oui, à chaque mais fois expliquer parce que en face, il y avait des pour moi, non-voyants ou des unijambistes. Excusez-moi, mais d'accord, mais je vais pas être méchant, mais pour moi, quand tu es dominant, c'est que tu fais en sorte de rendre ton adversaire. Mais c'est ça, c'est ma définition à moi. Après, les gens sont pas d'accord, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, quand tu es dominant, c'est parce que, les armes et les outils que tu as mis en place sur le match fait que l'adversaire était mauvais ou en tout cas fait en sorte que tu as été meilleur que lui. Mais là, c'est l'adversaire qui te permet d'être meilleur que toi. donc on est dominant. Par définition, on est dominant, quelle que Bah, soit la raison. ok, si tu veux. Et après, moi, j'ai dit que c'était une bonne période. J'ai entendu que c'était la meilleure période Non, d'Arsenal, c'est pas moi qui etc. l'ai Non, dit, non, ça. j'ai dit j'ai entendu. J'ai entendu. Non, c'est pas vrai. On a été dominant face à un adversaire absolument inoffensif. Preuve en est, au bout de 15 ou 20 minutes, je sais plus, de jeu, on avait 80% de possession de balle. 80% de possession de balle. Et on dit qu'on a été archi-dominateur. Non, le Aston Villa nous donnait le ballon. Et de cette domination de possession que l'on a quasiment systématiquement à chaque match, on n'en faisait rien. Voilà. Un peu comme d'habitude en ce moment. Un peu comme d'habitude en ce moment. Et d'ailleurs, on se faisait la blague à chaque fois de commenter comme des commentateurs et Gabriel qui passe à Ah, Partey le qui parcours de passe la à balle, ouais. Gabriel qui passe à Lewis Kelly qui passe à Rice qui passe. Enfin, parce que à chaque fois, c'est très latéral et ça propose pas grand-chose parce qu'on est très arrêté. Voilà
ma- mon analyse de la première qui nous permet de rentrer avec 1-0 et c'est plutôt bien, mais qui, pour autant, n'est pas très emballante. Voilà, on fait le taf. On va dire qu'on fait le taf. Et franchement, et on le dit alors je sais que là-dessus on n'est pas d'accord, mais on le dit depuis quand même des semaines, prendre les matchs les uns après les autres, les gagner, voir ce que ça donne De toute façon, au-dessus au aujourd'hui, niveau du on ne peut plus classement. rien faire d'autre. De toute façon, oui. Donc voilà, quitte à pas être bon, il faut au moins gagner. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, on revient en deuxième période, pas de changement côté Gunners pour le moment, mais par contre, un changement qui aura toute son importance en deuxième période, à savoir la sortie et la fin du calvaire pour Malsens et l'entrée de Lucas Digne côté Villans. La reprise de la deuxième mi-temps, on voit très rapidement, je reviens à Lucas Digne, que Lucas Digne, en tout cas que le coach Kemri a donné des instructions pour Bloquer le côté droit. bloquer légèrement ouais, Martinelli. Donc du coup, d'une part, l'une des solutions a été de mettre Digne sur le terrain et la deuxième a été les prises à deux pour Martinelli. Mais on a vu très rapidement que Martinelli allait s'éteindre sans être forcément mauvais, mais on le voyait moins, Bah, il était moins percutant, etc. franchement, Raoul, c'est peut-être bien pour nous Français, hein, mais Lucas Digne, il a changé le match. Son Il a entrée changé le change, match. ouais. Il a éteint sans aucune contestation possible Martinelli. Martinelli qui fait une excellente première mi-temps, qui fait une deuxième mi-temps catastrophique. En tout cas, je ne sais pas si elle est catastrophique, mais elle est annihilée par la présence de Lucas Digne qui, là, franchement, a fait une masterclass en deuxième. Il a été impassable. Offensivement, il a été très bon. Super pied gauche. Et d'ailleurs, c'est étonnant de le voir qu'à Aston Villa, parce que sur ce match-là, en tout cas, je me dis que c'est un joueur qui mériterait d'aller plus haut. Alors peut-être qu'il manque de régularité, je ne suis pas tous les matchs d'Aston Villa, je déteste ce club. Donc voilà, j'en ai rien à foutre. Mais en tout cas, sur ce match-là, il a été épatant. Il a été épatant. Un Franchement, bon coaching d'Emery au final, mais néanmoins, on continue, je vais reprendre le terme, à être plus ou moins dominateur, mais un peu dans une rencontre un peu plus équilibrée de fait. Et dès la 55e minute de jeu, Trossard encore lui sur le côté gauche. gauche, toujours, fait la différence face à Mati Cash. Centre au premier poteau, où surgit Kai Havertz qui passe devant Mings et qui termine d'un plat du pied du gauche que Martinez touche, mais pas suffisamment. Ouais, Et ça, ça fait 2-0. Très clairement, 2-0, tu signes. Et à ce moment-là du match, vraiment, Méchad, à la 55e, même si les problèmes côté gauche, défensivement parlant, pour Villa ont été réglés dans le jeu, il n'y a pas encore il n'y a pas de grand-chose. réaction. Ouais, pas Il n'y encore. avait pas de réaction. Et là, tu te dis 2-0, Ça y est, c'est gagné. c'est très bien On se parti. le dit, Ouais, 2-0, on se ouais, dit que ouais, c'est ouais. gagné. Franchement, à 2-0, on se dit que c'est On se gagné. le dit. On se le dit. Et là, en fait, il y a le début La tu réaction. sais, la fameuse Arsenal, pas Arsenal Mania, mais la vibes Arsenal. C'est-à-dire que quand tu es fan d'Arsenal, en fait, tu sais presque ce qui va se passer actuellement sur ces derniers mois ou dernières années. C'est-à-dire que on va vouloir rentrer dans une sorte de gestion qu'on ne sait toujours pas faire, de gestion de temps faible qui n'était pas forcément un temps faible. Et en fait, sans vraiment que l'adversaire augmente son niveau de jeu, multiplie son niveau de jeu par deux, par trois, tu arrives à le relancer. 60e minute de jeu, sur le côté gauche, Lucas Digne centre parfaitement dans la surface et Tielemans passe devant Merino. Bah, il se jette en fait, Milieu, hein. Et Merino ne se jette pas. En fait, c'est ouais. exactement ce qui Bah, se il met passe. la tête où Merino met le pied. Voilà, il met tête plongeante là où Merino Ouais. met le pied. Et il met une tête qui rentre. Alors franchement, Raya, je pense qu'il n'y peut rien, vraiment, là-dessus, Non, non. là, sur ce match, Raya, moi qui adore le piqué, sur ce match, Raya, Ouais. y a pas- En enfin, tout cas, ça comme fait deux d'habitude, il n'est 1 pas décisif, en tout cas, comme Oui, mais, d'habitude. mais Mais bon, voilà. ça serait De des toute façon, exploits. Si, ce même le serait, ce deuxième. serait- ce serait connu si on attendait de Raya en arrière. Je rigole, les gars. En tout cas, ça fait 2-1. Et dans la foulée, là, tu te dis, ok, bon, les gars, vous avez compris, et si on rejoue pas, on va se faire punir. 61e minute de jeu, frappe de Tillmans qui touche le poteau. Donc voilà, hein, on en est toujours là. Ensuite, ça continue. 68e, but de Watkins, donc égalisation des Villans.
où là, sur le côté droit, il y a un centre de ces Cash qui centre, je crois, Matic Cash qui centre, Havertz en position défensive au marquage est trop court pour intercepter la balle de la tête, la balle passe derrière lui et Watkins qui a déposé, disons-le clairement, a déposé par terre, reprend d'une volée presque parfaite, plat du pied, coup de pied, je ne sais pas trop, mais du droit. Ça fait sous la barre. Raya a à peine le temps de lever les bras et de dire ah bah merde, on vient d'encaisser un deuxième but, c'est cool. Bah c'est cool, non c'est pas cool, mais en tout cas j'ai rien vu. Mais encore une fois, en 8 minutes, on gâche presque 1 heure de jeu où tu gagnes contre une équipe qui t'a battu 2 fois à l'aller, qu'on avait battu chez elle à l'aller dans un match qui n'était pas vraiment évident, 2-0, et où tu avais toutes les cartes en main pour l'emporter. Et rappelle-toi, je te dis quoi à la mi-temps au niveau des changements? Je fais quoi comme changement, moi? Je sais pas si tu t'en rappelles. Non. Je te dis, moi, à la mi-temps, je sors Ah oui, 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 tout à fait. Oui, Merino, oui, pour mettre je Kivior. remets Partey en 6, je remets Rice en 8 et je mets Kivior dans l'axe. Exactement. Ouais. Ouais, exactement. Voilà, en fait, j'aurais aimé qu'à la mi-temps, on fasse ce changement-là parce que, j'allais dire Merino, on y reviendra un petit peu plus tard, n'a Il est pas nul. fait une grande première période. Il est nul. Ouais, clairement. Mais il faut Voilà, arrêter. donc en Faut 8 arrêter. minutes, on les relance. D'ailleurs, tu as Ouais. oublié de dire aussi que Tillmans marque à la 60e, qu'une minute après, il fait poteau. Alors, tu as envie de m'écouter, puisque je le dis juste, Ah, donc je je l'écoute l'ai pas. dit, Bah, je l'ai bon, dit ouais, juste avant le but, mais effectivement, c'est pas très grave. c'est vrai, je ne l'écoute pas. Et tu vois, c'est là où je dis que dire qu'Arsenal a été dominateur, c'est malhonnête. Parce qu'en fait, dès lors, et c'est pas, enfin, pareil, moi je suis pas trop d'accord avec cet argument quand tu dis que ils ont, sans faire trop d'efforts, ils sont venus au score. C'est pas vrai. En fait, Aston Villa, alors si, en fait, c'est vrai, tu as raison, pardon, c'est moi qui dis n'importe quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que dès lors qu'Aston Villa a décidé d'accélérer, 3 actions, un but, un poteau, un but. Ouais. Tout ça en 10 minutes. Est-ce que c'est normal à ce niveau de compétition, à ce niveau d'effectif, de se faire ouvrir comme ça sur 10 minutes? 10 minutes où Aston Villa en face a décidé d'accélérer. Et je me dis que si Aston Villa avait fait une première mi-temps comme ils ont fait les 10 minutes, alors peut-être qu'ils n'étaient pas capables de le faire. Peut-être qu'ils n'avaient pas les capacités physiques pour le faire, etc. Mais je veux dire, tu as parfaitement raison. La gestion d'un match, c'est comment est-ce que tu gères tes temps forts et tes temps faibles. Or, ce qui était notre force à un moment donné, notamment l'année dernière, dans la gestion des temps faibles, où même quand on était dominé, on sentait qu'on était intouchable. Cette année, je trouve que dès que l'adversaire décide de nous faire mal, elle nous assassine. À chaque fois, ça finit soit en très forte occasion, soit en but. Comment, je le répète, en 10 minutes sur 3 actions, tu te prends 2 buts, un poteau? Moi, je trouve ça hallucinant. Et c'est pour ça que j'en reviens encore une fois, je me répète, mais pour moi, Aston Villa n'a pas mis les choses en place pour gagner, et que si elle avait voulu gagner, elle aurait gagné. Et c'est triste de me dire aujourd'hui que cette équipe aurait pu gagner contre nous, alors que si vous regardez le 11 titulaire d'Aston Villa et que vous regardez le 11 titulaire d'Arsenal, on est quand même archi supérieur. Et moi, ça m'embête de me dire que collectivement, cette équipe d'Aston Villa est meilleure que nous. En tout cas, quand elle a décidé de l'être, elle était largement meilleure que nous, sans qu'on puisse se défendre. Voilà, Le, en plus, tu le sais, je te rejoins sur plusieurs choses et notamment, j'aimerais qu'on aborde un sujet, mais j'aimerais qu'on le garde juste après. À partir du moment où Villa égalise, il n'y a pas. Alors, d'une part, c'est que factuellement parlant, c'est quoi? C'est que tu sais que de deux est un mauvais résultat. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que tu changes les choses. Soit il faut que tu redresses la barre avec le 11 de départ que tu as mis en place. Voilà. Soit, à un moment donné, il faut rentrer du 109 ou changer quelque chose. Le problème, c'est que quand, et là, du coup, il faut qu'on soit. Alors après, encore une fois, il y a le malheur des blessés, il y a un mercato peut-être un peu manqué, on s'en fout, c'est pas le débat, mais sur le banc de touche, on n'en a pas parlé. On avait quand même Neto, un gardien de but.
On avait Tierney, Kivior, Jorginho, Zinchenko, qui sont quand même des profils à vocation pardon, défensive. Bon, non, je suis pas d'accord. Tierney, Oui, Kivior, ouais, Jorginho, Zinchenko. ouais. C'est plus des profils défensifs qu'offensifs, Michel. Bah, Zivchenko, encore une fois, à la base, il est milieu de terrain, Oui, il peut jouer à la devant. base, ça fait quand même. Oui, oui. Tierney, sur des matchs, il a joué ailier Mais gauche quand il est il rentré. est rentré ailier gauche parce qu'il n'y avait D'accord. pas d'autre Bah, choix. d'accord. Mais c'est des profils Donc, défensifs. quand tu vois encore une fois la deuxième mi-temps de Martinelli qui s'est fait complètement éteindre par Lucas Digne, et ce, dès la 45e minute, comment se fait-il Raoult, moi je suis désolé, je ne le comprends pas, je suis très bête. Ok, voilà, je suis très bête. Comment se fait-il que tu attendes la 80e minute pour faire un changement? 80e Alors, merci minute. de me relancer parce que mon argument, en fait, c'est là où je voulais en venir, en fait. C'est que à un moment donné, la seule solution offensive sur le banc, hormis les trois jeunes qui ont été posés là sur le banc pour faire le nombre de remplaçants, à savoir Butter Oyedeji, Kabia et Kakuri, le seul profil offensif un petit peu connu de réputation, c'est Sterling qui rentre à la 83e minute. Sachant que à ce moment-là, entre le moment où on prend le 2-2, 68e, et le moment où tu fais ton premier changement et unique changement du match, il y a quand même presque il y a un quart d'heure. Voilà. Il y a un quart d'heure entre les deux. Et en plus, pendant ce quart d'heure-là, tu n'es pas en mode rébellion, tu vois. Tu n'es pas en train d'enflammer le terrain, tu n'es pas en train d'enflammer le match, etc. Sauf que euh, je vais aller au bout de, comment dirais-je, de la deuxième mi-temps et je te donnerai juste mon argument après. Ou tiens, non, je vais faire l'inverse. Quand je demande ou quand je dis que, parce que je demande, j'ai pas le numéro d'Arteta et je suis pas Arteta, mais quand je dis qu'à un moment donné, je fais rentrer Kivior à la place de Merino à la mi-temps, pourquoi? Parce que sur le banc de touche, tu as 90% de tes joueurs qui sont à vocation défensive. Il est donc plus facile de faire un coaching, entre guillemets, gagnant en préservant un résultat, en essayant, pardon, de préserver un résultat, Absolument. d'accord, que d'attendre d'être dos au mur pour faire rentrer ton seul apport offensif. D'accord? Qui n'apporte pas grand-chose. Et qui n'aura pas apporté grand-chose pour le coup. Euh, on parle là de coaching. Emery, que j'aime pas, a fait un coaching en changeant, en mettant Dean parce que côté gauche de leur défense, ça n'allait pas. Et qu'en plus, Dean a une patte gauche, franchement, que très peu de latéral gauche ont. Un peu à la Tierney, je trouve, dans cet enroulé du gauche, et voilà. Euh, Par contre, si je devais nuancer avec ce que je viens de dire, c'est que on peut critiquer le 11 de départ d'Arteta. On peut, on a le droit, on est des supporters et on n'est pas payé pour, mais on a le droit. Et chacun, à partir du moment où il apporte des arguments, c'est toujours quand même le plus important. À partir du moment où tu apportes des arguments, on peut tout entendre. Ou j'espère que vous êtes capable, sans être forcément d'accord avec nous, d'entendre notre point de vue. Sauf que j'ai perdu le fil. Oui, non. À partir du moment où l'arbitre siffle le coup d'envoi du match et que le 11 est établi et que ce même 11 aligné par Arteta mène 2-0, d'accord? Hormis peut-être le fait que Arteta ne fait pas de changement à ce moment-là. C'est quand même les joueurs, les 11 joueurs sur le terrain qui donnent la possibilité à Villa de revenir. Notamment Merino qui défend très mal sur le premier but, notamment Partey qui est déposé par Watkins sur le deuxième. Donc ce sont nos joueurs. Alors là, du coup, c'est un peu con parce que je cite Merino et Partey pour exemple. Ce sont des choix forts d'Arteta. Mais je veux dire, on a un 11. Il faut aussi que les joueurs ne se cachent pas derrière des choix de coach et qu'ils assument une position sur le terrain. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Donc là, pour moi, c'est pas Arteta. Ben, à partir du moment où ce même 11 est capable de mener 2-0, ce même 11 doit être capable logiquement de tenir le résultat ou de proposer autre chose. Il aurait pu être aidé par un coaching plus défensif parce que, encore une fois, quand tu as 90% de profil défensif, il est plus facile de conserver un résultat que d'attendre d'être dans la merde pour faire rentrer ton joker offensif qui est Sterling. Voilà, soit. Maintenant, est-ce que tu veux faire une parenthèse là-dessus avant qu'on déroule la fin du match? Absolument. Et Raoul, je te trouve très indulgent.
comme beaucoup de supporters, je vous trouve très gentil. Alors, je suis très factuel, par contre. Alors, je ne trouve pas, justement. Et je t'explique pourquoi. Et c'est bien, on débat. Tu mènes 2-0, c'est vrai, tu mènes 2-0. Mais en fait, l'équipe en face a le droit d'adapter son système de jeu qui va te mettre en difficulté pour te rattraper à 2-2. Au basket, t'as des cartons, tu as des temps morts pour justement revoir tes schémas de jeu quand tu es en difficulté et quand tu prends la sauce. Ben, c'est exactement pareil. En fait, quand tu mènes 2-0 dans un système de jeu où tu es confortable, que l'adversaire réagit, réadapte, revient à 2-2, pourquoi est-ce que toi, tu ne réagis pas et tu ne réadaptes pas? C'est qui fait ça? C'est pas les joueurs qui doivent être en autogestion. C'est l'entraîneur qui, à un moment donné, doit dire à partait de relancer long plutôt que de relancer court et de mettre ses adversaires en difficulté. C'est Arteta de dire que peut-être on redescend le bloc et puis on part en contre-attaque dès qu'on a la possibilité de le faire. Comment se fait-il quand on est à 2-2? Et je te l'ai montré par la preuve à la télé que lorsqu'il y avait des récupérations de balles qui étaient assez haute de la part d'Arsenal, plutôt que de foncer vers l'attaque, on revenait en arrière, on trottinait tranquillement et on passait là. Non, ça c'est une consigne du coach. C'est pas les joueurs qui disent bon, on fait pas les appels. Je suis désolé, Raoul. Et en plus, on l'a vu sur les derniers matchs. Dès que les équipes, dès que nos joueurs décident de jouer beaucoup plus vers l'avant et sollicitent la verticalité, il se passe quelque chose. Donc en fait, tu peux pas me dire que c'est aux joueurs de gérer. Évidemment que c'est aux joueurs de gérer, bien évidemment. Mais il y a eu une adaptation de l'adversaire. Emery a adapté son système de jeu parce qu'il voyait que c'était pas efficace. Fais la même chose. Montre que tu es un grand entraîneur. Montre que tu as tes 58, combien 96 plans d'attaque différents. En fait, il a 96 plans d'attaque différents sur corner. C'est tout. Et après, c'est la même chose. C'est toujours la même chose. Ça fait 5 ans que c'est la même. Non, ça fait 3 ans que c'est la même chose. Allez, je suis gentil. Ça fait 3 ans que c'est la même chose. Adapte, change, demande, verrouille, je sais pas, propose. T'as rien proposé. Tu t'es fait mener 2-2. Enfin, tu t'es fait rattraper à 2-2. Ce score, là, c'est un match nul, mais en vérité, il vaut défaite, ce score. Il vaut défaite. Tu vois, et tu le voyais à genoux faire des mimiques devant les caméras comme Guardiola. Mec, t'es Arteta. T'es Arteta, reste qui tu es, reste le Arteta quand t'es arrivé et que tu faisais jouer les joueurs qui fonçaient vers l'avant, qui nous proposaient des choses. Reste qui tu es, ne te prends pas pour autre chose. C'est pour ça que j'en peux plus en fait. Il a raison, Axel. Ce mec, il vit pour les caméras, j'ai l'impression. Franchement, tu le voyais sur le bord du terrain, désespéré et tout, alors que ton premier changement, tu le fais à la 83e. T'es désespéré de quoi? C'est toi qui es responsable de ça. C'est pas moi qui t'ai dit d'acheter Merino 35 millions d'euros, alors que Malen, il a signé là, il y a 3 jours à Aston Villa pour 20 ou 25 millions d'euros. Alors que nous, on a des problèmes d'ailier. Comment se fait-il qu'Aston Villa a un meilleur banc que nous? Aston Villa. De quoi on parle? Je t'ai pas demandé de m'acheter Merino, joueur yaourt nature, à 35 millions d'euros pour être le remplaçant d'Elneny ou de je ne sais pas qui. Je t'ai pas demandé de jeter Nelson, même si les gens diront qu'il était nul. Mais je t'ai pas demandé de jeter Nelson pour prendre Sterling. Nelson, il n'avait pas un rôle à jouer là cette année? Avec tous les ailiers qu'on n'a pas? Ah, peut-être pas. C'est moi qui t'ai demandé de prêter Vieira, même si Vieira, il avait aussi des difficultés. Ah, Non, non, mais Vieira, sur cette saison, il aurait fait long, Raoul, il aurait fait Raoul, long, mais sur cette non, mais saison, non. bah oui, mais c'est mieux que Merino 35 millions d'euros, non? Avec ces 35 millions d'euros, va m'acheter 2 joueurs, va m'acheter d'autres joueurs. Oui, mais Vieira n'aurait jamais été un titulaire. Mais comme Merino ne doit pas être un titulaire, Bah, en pour fait. l'instant, il l'est. Bah, en partie, ouais. En fait, comme Merino ne doit pas être un titulaire. Maintenant, disons-le, les gars, si tu n'es pas un top joueur, tu n'es pas censé être Arsenal. Dans cet Arsenal-là qui se veut champion d'Angleterre et qui veut aller loin en Ligue des Champions, si tu n'es pas un top player, tu n'es pas censé être dans cette équipe. Merino, joueur yaourt nature, comme d'autres, je ne vais pas citer parce que sinon je vais m'en prendre plein la bouche, mais Merino, c'est pas un joueur qui est prospecté par les top clubs. À partir de là, il n'a pas à être chez nous. Là, je suis pas d'accord avec toi, tu vois. Je ne vais pas en défendant Merino, mais si tu veux progresser dans l'avenir et dans le temps, tu dois faire deux sortes de recrutement. Tu dois faire le recrutement
Non, je te parle en tant que titulaire, Raoul. Je te parle en tant que Oui, mais titulaire. tu dois faire le recrutement en masterclass, comme un Decline Rice, par exemple, et tu dois faire, tu dois faire des recrutements intelligents, genre, c'est-à-dire des recrutements à 15 ou 20 millions 15 ou 20. ou de jeunes joueurs que tu sais qui vont pouvoir Bah, on progresser, est qui ne sont d'accord. pas encore trop Bah, on est chers, et d'accord. que tu vas pouvoir. Mais par contre, pour les faire progresser, il faut les faire jouer. Ça, c'est un On est autre problème. d'accord. Maintenant, Mais je vais. Merino, 35 millions, 28 ans, qui n'est pas un top player et qui prétend une place de titulaire, ce n'est pas normal. Qui ne rentrait pas dans le cadre de la politique Voilà, c'est sportive tout. mise en place des doux. Oui, mais Et là, mais c'est pas Merino qui nous fait perdre le. non, Qui nous mais fait pas perdre Merino, mais là-dessus. je te parle de la vision globale, de la même vision, de la même vision. Et je le dis, comme ça, au moins ce sera fait. Et c'est là où j'ai aussi du difficulté, même si ça n'a rien à voir, c'est juste une aparté, les gars. Ça n'a rien à voir, je ne le critique pas. Mais de la même manière que Raya, qui n'est prospecté par aucun top Ah, club, il faut t'arrêter avec ça. non, mais d'accord, mais ce joueur, parce que, en fait, Raya, il n'a pas coûté 5 millions, il a coûté 30 millions aussi. Oui, ah oui. D'accord. C'est moins. Est-ce qu'on avait besoin de ce joueur? Est-ce qu'avec ces 30 millions d'euros, on ne pouvait pas recruter quelqu'un d'autre? Bref, ça, c'est la parenthèse que je ferme. Mais ce que je veux dire, c'est que les joueurs qui sont titulaires chez nous, dans votre imaginaire, en tout cas dans mon imaginaire, ils doivent l'être dans n'importe quel autre C'est club. là où je suis pas d'accord avec toi. Et c'est là où je reviens que on a aussi le Bah, vous êtes trop droit. gentils, les gars. Non, Vous êtes non, trop gentils, parce les gars. qu'on a aussi le droit. Saliba, il est titulaire dans n'importe quel club aujourd'hui. Gabriel, il est titulaire dans Eh ben n'importe voilà, quel club merci. aujourd'hui. Saliba, quand on le recrute il y a 4 ans ou il y a 5 Mais ans, il prétend pas être titulaire, Saliba, il y a mais 4 ans. mais on a fait un recrutement malin. Oui. Et il n'était pas convoité par le Real, le Barcelone. Voilà. Donc, voilà. Donc il faut faire des recrutements malins. Alors, Donc on est aussi capable. non, Non, parce que pas si. non, 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 mais Saliba, quand il est recruté, il est prospecté par les plus grands clubs parce que c'est un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Mais Bien sûr que si. mais on l'a payé combien, Saliba? 35 millions d'euros. Et c'était un jeune joueur. Oui. Donc voilà. Mais Donc, il a mis 4 ans. Il a mis 4 Et il ans. est parti 2 ans après. D'accord. Merino, tu vas le prêter 2 ans après avant Mais qu'il moi, soit je m'en bon. fous de Merino, je Mais l'aime pas. je te parle des joueurs qui, du coup, en fait, je crois que tu comprends pas mon propos. Si. Il y a une différence entre Saliba qui a 19 ans et qui vient chez nous en étant un des prospects les plus demandés en Europe et les plus prometteurs, et Merino qui a 28 ans ou Raya qui en a combien, 28 ou 30 ans. Ce que je veux dire, c'est que quand tu es titulaire, encore une fois, soit effectivement tu es un très jeune joueur à en devenir, et dans ces cas-là, tu fais tes classes ailleurs avant de venir au top niveau, mais encore une fois, si tu regardes le 11 aujourd'hui, je suis désolé. On peut faire, on peut parler de tous les joueurs, mais Odegaard, aujourd'hui, il est titulaire dans n'importe quel club. Ok. N'importe quel top club. Gabriel, moi, je le mets titulaire dans n'importe quel top club. Saliba, je le mets titulaire dans n'importe quel top club. Saka, à la rigueur, on va le mettre dans n'importe quel top club. Et après Havertz, non. Timber, non. Calafiori, non. Lewis Kelly, aujourd'hui, on va lui laisser sa chance, mais on va pas en parler. Ok. Partey, il est titulaire dans n'importe quel club? Non. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je trouve qu'on est trop indulgent ou alors, encore une fois, on se dit que notre place c'est d'être troisième, quatrième, deuxième, et ça va tout le monde. Moi, je trouve qu'il y a un décalage entre nos ambitions et ce que l'on prospecte sur le marché des transferts, parce que justement, nos transferts ne sont pas si intelligents que ça, en réalité. Non, mais là, moi, je t'ai précisé quand je dis que je ne suis pas d'accord avec toi, c'est dans l'argumentaire, si tu n'es pas prospecté par le Real, si tu n'es pas prospecté par City, si tu n'es pas prospecté par Liverpool, si tu n'es pas prospecté par Barcelone, et si tu n'es pas prospecté, même si tu es le Paris Saint-Germain, alors c'était un peu drôle, tu ne dois pas être chez nous. Ça je suis entièrement d'accord. Même au PSG qui est en dessous, il n'est pas prospecté. Mais ça, je suis pas d'accord. Parce que peut-être que du coup, tu as des. Par exemple, Guardiola, quand il recrute à City, il recrute en fonction d'un élément. Quand il recrute, là, comment il s'appelle pas Deco. Non, l'ailier black, là, qui... Doku. Ouais. Bah, Quand du il, coup, il est prospecté. quand il recrute Doku à Rennes, Doku, ouais, il vient de Rennes, hein, on est d'accord, hein, pour aller signer à City. Moi, je trouve pas que c'est un super recrutement de City. Sauf que Guardiola, il s'est dit, OK, celui-là, il peut rentrer dans mon effectif. Mais est-ce que Doku à Arsenal, il conviendrait? J'en sais rien. Est-ce que Doku au Real, il conviendrait? Je ne pense pas. Est-ce que Doku à Barcelone, il conviendrait? Je ne pense pas non plus. Donc, il faut aussi qu'on arrête de vouloir toujours se comparer aux autres et qu'on puisse faire des recrutements qui nous vont. Quand tu recrutes, je prends un exemple, par exemple, Merino, si tu me dis, je le recrute parce que je veux qu'il joue comme ça, comme ça, comme ça, mais que c'est pas ce que tu vois, je suis pas d'accord. Après, Merino, je pense qu'il faut pas en faire un focus sur cet épisode-là, parce que d'une part, c'est pas l'objectif, et que de toute façon, on en a tellement parlé quand on l'a recruté chez nous, qu'on était quand même à 60% d'accord de dire que ça ne rentrait pas dans la politique du club, qu'il était déjà très âgé, et que par rapport à son âge, c'était
assez cher et qu'il y ait moyen d'aller chercher autre chose. Tant qu'on aura cette Et, mentalité-là, on ne sera jamais un et, grand de, club. Moi, je te le dis, on ne sera et de jamais un grand redire club. qu'on a planté notre mercato d'été, on va le redire tous les Les gens ne jours. seront pas d'accord, je sais les commentaires que je vais me prendre, mais tant qu'on aura cette mentalité, on ne sera pas un grand club. Voilà, c'est tout. Et je te le dis avec la plus grande modestie que je peux avoir. Tant qu'on aura cette mentalité de tout excuser et de Mais j'excuse d'accepter. pas Non, non, mais tout. je parle au global, je ne parle pas que de toi. Et d'accepter ce genre de joueurs dans notre effectif en disant c'est des top, c'est des super joueurs ou c'est des joueurs qui sont, enfin, c'est des recrutements intelligents. Bah, en fait, on n'avancera pas, on stagnera parce que Moi, tu me dis, Merino, il vient chez nous pour 15 millions, j'ai pas le même discours. moi non plus, j'ai pas le même discours. Tu vois ce que je veux Moi dire? non plus, j'ai pas le même Donc discours. là-dessus, on est d'accord. Mais bon, bref. On va juste dérouler la fin de match parce qu'à un moment donné, donc Sterling rentre à la 83e, je crois, mais il va y avoir 10 minutes folles, un peu folles, disons-le quand même, Oui, c'est vrai, parce c'est qu'on a vrai. quand même vibré. Il y a eu 7 minutes, un peu plus de 7 minutes d'arrêt de jeu, et on va dire, allez, dernier quart d'heure, de la 85e à la fin du match, on a quand même vibré plus d'une fois, Mhm. en commençant par un but refusé, rappelons, une frappe de Merino qui ne semble pas cadrer. Je dis bien semble parce que moi, les images que j'ai ne me permettent pas de dire s'il est cadré ou Oui, pas. elle a- oui, Dévié par, d'après moi toujours, l'avant-bras d'Averts, ça fait but, puisque la déviation d'Averts prend Martinez à contre-pied. oui. Le but est dans un premier temps accordé, puis refusé après intervention du VAR. D'après moi, je te demanderai ton avis rapidement, Méchad, mais d'après moi, cette décision a été est juste. Est-ce que toi, tu estimes que oui ou non Alors, malheureusement, oui. Ok. Pour la simple et bonne raison, et pareil, de manière très factuelle, et ça m'embête de le dire, mais de manière très factuelle, Merino tire, la frappe, effectivement, ne semble pas être cadrée. Du coup, le bras d'Avertz la dévie vers le but. À partir de là, qu'il fasse sa main de manière volontaire ou non, elle fait action sur la frappe qui permet le but. Donc, euh, Alors, il- le débat est plus dans, en tout cas, ce qui se passe sur les réseaux, ou en tout cas, ce qui se passait pendant les réseaux pendant le match, c'était de dire non, elle touche pas l'avant-bras si, si, elle et touche le les bras. images ne permettent pas de le voir. Si, si, elle touche Moi, le bras. d'après moi, Si, si, elle oui. touche le bras. En tout cas, c'est une première alerte pour Villa. Et Merino, encore lui, 90 plus 1, il frappe. Alors, il y a aussi une frappe de Rice. Bon, on va pas toutes les faire. Mhm. Mais il frappe sur le poteau, donc un poteau partout. Trossard récupère le bal. La balle pardon, revient dans les pieds de Trossard sur son pied droit, je crois. Trossard frappe sur le côté fermé. Où est Martinez alors que tout le côté ouvert était. Le côté droit est ouvert. Ouais, le côté droit de Trossard ouais, est complètement ouvert. Bah, Martinez, il est presque au poteau. Et du coup, Mais bon, là, ça va vite. oui, oui, non, bien Tu sûr. vois, Non, mais c'est enfin, pas absolument loin de moi l'envie de critiquer. Je dis juste que c'est un choix, si c'est un choix, c'est un mauvais, ouais, ou un réflexe malheureux de la part de c'est Trossard, vrai. parce que un mètre plus à droite, ça fait but. Voilà de quoi nous faire un petit peu espérer sur le moment. Néanmoins, il n'y a pas eu, il y a pas eu une vraie réaction super folle. On termine avec un coup franc pour Arsenal, tiré par Odegaard dans les bras de Martinez. Il y a, L'arbitre siffle la fin du match. il y a une action où, en revanche, Trossard doit faire mieux. Tu sais, c'est quand il va quand il défile sur son côté gauche et qu'il fait un petit plat Là où il est du hors pied jeu. gauche. Ah, il est hors jeu? Il est hors jeu. Ah, ok, autant pour Ouais. moi. Donc ça change pas grand-chose. En tout cas, 2-2. Tu l'as dit tout à l'heure, j'ai bien aimé cette remarque-là. Et moi, je te rejoins. C'est un match nul au goût de défaite. Bah, Quand tu mènes 2-0 à la maison. et que Liverpool a gagné son match. Ouais, et que je crois que hier, je te donnais un exemple en disant si on avait été mené 2-0 à la maison et qu'on revient à 2-2 en proposant quelque chose d'intéressant, la dynamique peut être positive. À savoir, il y a un sursaut d'orgueil, on va chercher quelque chose. Ouais. Là, en fait, tu perds clairement 2 points à la maison, tu repères 2 points sur Liverpool et c'est vraiment pas officiel. Et c'est là où finalement, rappelle-toi, j'avais mon coup de gueule de début d'épisode, c'est que toi, tu dis qu'on faut qu'on arrête, qu'on gagnera rien et qu'on arrête de s'appeler Arsenal si on accepte, Bah, si on n'est pas assez exigeant, en fait. si on n'est pas assez exigeant ou si on pardonne beaucoup de choses. Moi, j'aimerais qu'on arrête de parler et le coach en priorité, qu'on arrête de parler de titres parce qu'on peut se retrancher. On peut, et c'est factuel encore une fois. On peut dire qu'on a énormément de blessés, c'est un fait. Je crois que on n'a jamais connu une saison aussi galère, à part à l'époque Arsène. d'Arsène où il y avait toujours les mêmes qui se blessaient. Mais là, on a quand même une liste de blessés
potentiellement qui va se rallonger avec White qui peut revenir début, mais c'est du défensif et que on a très peu de nouvelles de Nwaneri, qui est un des offensifs blessés, sachant que Saka, à mon avis, avant avril, mai, il sera pas de retour. On n'a pas Euh, l'air de s'affoler sur le marché des non, défenseurs, visiblement. bah voilà. Du coup, maintenant c'est Arteta et les joueurs réclament au niveau du board. Ouais, je sais que Arteta est très bon au niveau de la com. Est-ce que c'est pas aussi une façon de tout expliquer pour lui? J'en sais rien, vraiment, je sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas digne ce que l'on fait. Ce n'est pas digne d'une équipe qui C'est pas prétend lui qui a être. dit. Mais c'est pas digne d'une équipe. C'était très drôle. C'était- Mais Oui, voilà, c'était j'essaie de pas faire des digne petites blagues. d'une équipe qui Allez, prétend il faut le mettre au bout. jouer le titre. Voilà. Et c'est pas être méchant. Je pense qu'en disant ça, on est très Ah, objectif. mais Voilà. Par contre, n'hésitez pas, encore une fois, je le dis souvent pendant les épisodes, à nous donner votre point de vue, notamment sur la main sifflée. Est-ce qu'il y a main ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord sur la gestion et le 11 de départ d'Arteta? Est-ce que vous êtes d'accord sur ce que l'on a dit par rapport à Merino ou par rapport à d'autres joueurs? Parce que c'est vrai que dans la deuxième mi-temps, on a vu un Martinelli s'éteindre avant que Sterling ne revienne. On a vu un Odegaard, encore une fois, je trouve assez en dedans, mais on y viendra au niveau des flops et des tops. Euh, voilà, et, Rice énorme. Enfin bref, je vais pas. Résultat de 2 comme je le disais. Franchement, hier, on était vraiment très en colère. Très en colère et très déçus. Et là, vous avez certainement, je viens de me dire qu'on a eu un débat un peu pas houleux, mais assez animé. Et je crois que l'épisode d'hier, c'était 100% ça. Donc du coup, là, ils ont eu un petit extrait de ce qu'aurait pu être le premier podcast enregistré. Chad, il n'y a pas grand-chose à dire. non. Je pense qu'on peut. Est-ce que tu veux terminer ton instant passion sur Arteta en abordant d'autres sujets ou est-ce que penses que tout a été dit au fur et à mesure Bah, de cet épisode-là? ouais, je pense que tout a été dit. Moi, ce qui me rend triste dans tout ça, c'est que, en fait, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution. En fait, comme il n'y a rien qui change match après match, qu'on continue sur les mêmes options, je ne vois pas de solution et donc je ne vois pas comment est-ce que l'on pourra progresser, euh, sauf si ce n'est d'attendre le retour des blessés qui, pour certains, reviendront qu'à partir de mars ou voire après. Comment est-ce que l'on pourra faire cette saison avec Kai Havertz en attaque uniquement? Ah, il reste plus que lui. Oui. Bah, il reste lui et Et lui. lui? Mm. Mm. Comment? Tu vois, c'est co- co- franchement, c'est ça, moi, qui m'attriste le plus. Et encore une fois, chez Arteta, je pense que j'ai tout dit, donc je vais pas encore retaper et me répéter, mais à mon sens, tant que... En fait, moi, c'est pas tant les résultats qui m'inquiètent, mais c'est ce que l'on propose sur le terrain. Je le dis depuis des mois, des mois et des mois, et je suis de manière très égocentrique et de manière très, euh, comment dire, peut-être un peu prétentieuse, c'est vrai, mais je suis content de remarquer que de plus en plus de supporters désormais euh, en ont aussi marre, se plaignent aussi des matchs et voient qu'il y a un problème. Là où, il y a encore quelques semaines, je me faisais taper dessus en disant que j'étais trop méchant et trop sévère. Comme quoi, regarder tous les matchs d'Arsenal, ça sert à un moment donné aussi. Ça, c'est pour le côté personnel. Mais, euh, ouais, en fait, c'est pas que d'être hater, c'est pas que d'être contre le club, c'est pas que d'être. C'est juste que, en fait, moi, je veux ce qu'il y a de meilleur pour mon club et que on ne pourra exiger une montée en niveau de ce club que si on est exigeant comme les top clubs au Real Madrid, ça rate 2 matchs. C'est un scandale et on parle déjà de crise. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on a un entraîneur, ça fait 7 ans qu'il est là, il n'a rien gagné. Et je ne sais pas dans quel top club ça aurait été possible d'avoir un entraîneur qui fasse ça en étant tranquille à ce point-là. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut virer les entraîneurs dès que ça ne va pas, etc. Et je trouve au contraire que le soutien qu'il a bénéficié est super et montre qu'on devient une vraie institution. Sauf que je comprenais le soutien d'Arteta il y a encore quelques années parce que je trouvais qu'il y avait un vrai fond de jeu, une vraie mentalité, des vraies modifications à grande échelle à ce club-là, et que ça fait 2 ans désormais qu'on stagne dans tous les compartiments. Dans tous les compartiments, je ne parle pas uniquement que sur le terrain, je parle dans tous les autres aspects du club, et que ça, dans un club qui se veut ambitieux et qui se veut être le champion, le meilleur, c'est
très problématique. Voilà mon avis. Je peux te poser une question volontairement provocante? Oui. Est-ce que tu es aujourd'hui un Arteta out? Euh, Alors, non. Je suis pas un Arteta out parce que, encore une fois, j'oublie pas ce qu'il a fait pour le club. J'oublie pas l'ambition qu'il a pour ce club. J'oublie pas et je vois bien ou l'amour qu'il a pour ce club et je vois bien que il veut faire d'Arsenal vraiment un top club. Mais ce qui me pose problème, c'est que par moment, ou peut-être pas que par moment, j'ai l'impression qu'il soit se prend pour un autre, soit qu'il se sent au-dessus. Tu vois, j'ai l'impression que tu sais qu'il est un peu trop la star de l'équipe et que ça en devient problématique pour le collectif. Moi, c'est ça qui me gêne. Donc, je ne dis pas que la solution, c'est de le virer. Je dis que la solution, c'est de changer les choses. Je le répète, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et donc, montre-nous que tu es l'homme le plus intelligent du football anglais, comme je pense que tu as l'impression de l'être. Et prouve-nous que tu es un grand entraîneur par ce que tu peux apporter sur le terrain. Ce que je dis en revanche, c'est que si à la fin de la saison, c'est encore une saison blanche, que si à la fin de la saison, parce que à ce rythme-là, Raoul, on finira pas deuxième, hein. À ce rythme-là, sur cette saison, on finira pas deuxième, c'est impossible. Et donc, que si à la fin de cette saison-là, on fait le bilan, et que le bilan, c'est qu'il n'y a pas d'évolution, c'est qu'il n'y a pas de trophée, c'est qu'il n'y a pas de solution à apporter, en fait, il faut avoir l'humilité de dire, OK, j'ai plus les solutions, je suis plus capable. Et mon objectif, c'est d'être le sélectionneur de l'Espagne, parce qu'apparemment, tu ne ramènes que des joueurs espagnols. Donc, je pense que tu es très concentré sur l'Espagne. Ah oui, bah, oui, il y en a que deux, c'est vrai. Il y a Raya et Merino, hein, C'est tout, vrai, hein. c'est vrai. Mais j'ai l'impression. Et oui, mais il veut Zubimendi, non? Et oui, Zubimendi, ouais. Et il veut Bon, Zubimendi. après, Non, l'époque, enfin voilà, non, mais ça tu c'est vois, pour ça après, c'est quand Wenger a oui, ramené c'est pour la pique, c'est pour la la pique. French Connection, C'est pour la pique, oui. on fait des Alors, piques, des piques, des en piques. gros, si je résume, c'est que par rapport à Arteta, Arteta doit changer Ah oui, ou doit partir. oui. Bah, et juste pour une précision, tu parlais de 7 ans, donc c'est 5 ans. Et là où je veux quand même qu'on recadre et qu'on Tu vois, resitue. c'est tellement long que j'ai l'impression que ça fait 7 ans. Non, mais là où je veux qu'on resitue un petit peu. Ben, pour nous, Arsenal est un grand club. C'est un fait. On a connu la plupart en commun. Certains ont connu les Invincibles, certains ont connu le triplé de 98 avec Wenger. On était un grand club. La finale en 2006 face à Barcelone, la finale face à la Galatasaray, deux finales perdues. Quand Arteta vient en club, ça c'est mon point de vue. Et pourtant, tu sais que je suis vraiment fan du club. Jusqu'à avoir un truc dans le bras qui le démontre. Mais quand Arteta vient au club après les 2 années d'Emery, et quand Emery arrive déjà au club, on n'est déjà plus un grand club. On est un club Hum, en chute libre, hum. euh, plombé par des finances limitées par un stade dont on avait certainement besoin, mais on a perdu et notre âme et notre suprématie en Angleterre Mhm. au moment où on bascule le club et Bien sûr. l'arrivée de Ibrahimovic avec Chelsea, etc. Et quand... Abramovich. Oui, Ibrahim... Ouais, bref. Ouais, après le bon genou. Écoute, on se dit Et, expert, on n'est pas du tout expert. ouais, non, ouais. Non, on est des truands. Non, mais très honnêtement, quand Arteta vient au club, Bah, tu sais que tu es en phase de on n'est pas un reconstruction top complète. club. Ah oui, bien On n'est sûr. pas un top club. Bien On sûr. fait cinquième, cinquième, deuxième, deuxième. Mais par contre, non, huitième, cinquième, cinquième, huitième, huitième? Non, huitième, cinquième, cinquième, deuxième, deuxième, je crois, sur les 5 premières années. Euh, donc, on est en train, et il a mis des choses en place, et c'est lui qui le fait, Bien sûr. tant au niveau du stade que de l'ambiance, de tout ça, on est en train de redevenir un top club européen. Mhm. Quand tu es deuxième de PL, tu me le dis toi-même, quand tu es deuxième de PL, tu es naturellement favori, un des favoris Absolument. de l'Europa League. Absolument. Donc, on est en train de revenir un grand Europe. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais par contre, là où alors, on en avait parlé avec Axel, justement sur Arteta. Est-ce que je suis un Arteta out? Non. Et déjà d'une part parce que je ne sais pas qui mettre à la place d'Arteta, Rudy mais Garcia. Arteta doit absolument évoluer. Et ce qu'on avait dit avec Axel disait, Arsenal ne gagnera jamais rien avec Arteta. Et en bilan de fin de saison, on avait dit Arteta doit évoluer sur plusieurs sujets. Arrêter d'avoir ses certitudes et à un moment donné d'essayer autre chose parce que les 53, on a un plan A, mais on n'a même pas le plan B, pas le plan C déjà. Il faut qu'il commence à faire jouer la rotation des joueurs
il l'a pas fait et du coup, à force de trop tirer sur la corde, parce que je pense que honnêtement, il y a certaines blessures de cette année qui D'usure. sont liées à des usures des 2 dernières Bien années, sûr, tu vois. bien sûr. Donc, Bah, donc Ben voilà. White, c'est l'exemple, hein. Ben White, probablement. Saka, qui avait déjà eu un truc un peu sensible, ça revient. Rice, tu ne peux pas me dire que à force de tirer dessus, comme on a tiré dessus, Il va pas se péter. que c'est pas lié. Voilà. Mais tu vois, même le plus grand des entraîneurs, pour moi, qui est Guardiola, même le plus grand des entraîneurs, même lui s'est remis en question. Tu vois, même lui, il a compris que l'arrière gauche intérieur, ça marche plus trop. Lui-même, il a compris que jouer sans neuf, bah, ça marche pas. C'est Bah, compliqué, c'est difficile, sauf si tu as un il s'est effectif. pas forcément remis en question, il s'est peut-être adapté aussi au foot, Bah, à bah, l'évolution du foot. bah, quand pendant des années tu joues sans neuf et que tu finis par acheter Haaland qui est un pur neuf dans la surface, tu te remets en question. C'est-à-dire que tu comprends que tu as besoin d'un numéro 9 dans ton effectif, quand même. Ah oui, à ce niveau-là. Oui, Tu oui, vois, c'est d'accord. ça que je veux Ouais, dire. C'est d'accord. ça que je veux Ouais, dire. ouais. En fait, de, de la même manière que au Barça, ça jouait très longtemps tiki-taka et qu'à un moment donné, on a accepté que le tiki-taka soit beaucoup plus vertical avec Luis Enrique quand il est arrivé. Tu vois, il y a quand même, surtout en Angleterre, il y a différentes façons de jouer et quand tu quand es face à une limite, l'intelligence d'un homme avec un grand âge veut que tu t'adaptes en fait à cette difficulté-là. Ou alors, je le redis depuis plusieurs podcasts, ou alors tu meurs avec tes idées parce que tu penses qu'il n'y a pas mieux. Et dans ces cas-là, bah, tu fais mourir le club dans lequel tu es. En tout cas, tu fais mourir le club, la saison dans le club dans lequel tu es. Voilà. Ouais. Encore une fois, vous l'aurez compris, hein, plus que des débriefs de match, c'est d'ouvrir certains dossiers du moment. Et encore une fois, c'est presque dommage, très honnêtement, que le dossier ou que le coup de gueule Arteta vienne aujourd'hui sur ce match-là, puisque, encore une fois, je précise, je trouve que c'est pas le meilleur match pour en parler parce que, encore une fois, le 11 qui met en place mène 2-0 et que, même s'il n'a pas fait les changements peut-être nécessaires avant, ce sont ces joueurs qui ont lâché le résultat, qui n'ont pas lâché le coach, mais qui ont lâché le résultat. Et donc, moi, aujourd'hui, j'ai plus envie, c'est pour moi un match, pas une défaite, mais un match nul qui équivaut à une défaite, où j'impacterai à 80% les joueurs et 20% Arteta. Voilà, c'est comme ça. Méchad, on passe au flop et au top. Oui. Quels sont tes flops, Méchad? Alors, flop, Kai Havertz, qui décidément, et malgré son but, est bien dans le dur. Ça va être très compliqué si on ne recrute pas d'autres attaquants, parce qu'il n'est pas attaquant, qu'il a beau avoir la meilleure volonté du monde, mais que c'est pas un neuf et que ça se voit. Voilà. Pareil, hein, ça fait plusieurs. Enfin, depuis qu'il est arrivé, hein, on dit qu'avec lui en neuf, tout seul, on n'y arrivera pas. Et donc, on n'y arrive pas. Ensuite, vas-y, à vous. Qui je peux mettre en deuxième flop? Il y en a tellement. Bah, Odegaard, quand même, qui est en dedans sur ce match-là et qui avait fait un bon match contre Tottenham, mais qui, clairement, depuis son retour de blessure, a du mal, il faut le dire. Je pense que c'est aussi dû à ce qui se passe autour de lui sur le terrain, c'est-à-dire pas grand-chose. Et en troisième flop, j'hésite entre Merino, le yaourt nature, et Partey. Et je dirais quand même Partey parce que Merino, en fait, il a fait un match très lambda, alors que Partey aurait pu nous coûter aurait pu nous coûter la défaite avec ses relances un peu foirées. Donc, je mettrais Partey sur ce match-là. À toi, mon ami Raoul. Tu veux connaître mes flops? Bah, ça va être très rapide. Je vais mettre Partey, Merino et Eudegaard. Je ne sais pas si j'ai mis les mêmes hier. Peut-être que la nuit porte conseil, je sais Je crois pas. que tu avais mis Kai Havertz. Ok, à la place de qui du coup? Et j'ai pas mis Eudegaard? De Partey, ouais. Ok. Bah, Partey parce que le deuxième but, c'est lui. Bah, c'est lui. C'est en partie lui parce que il est sur ses appuis. Encore une fois, c'est pas un latéral droit de métier, mais en tout cas, il est responsable. Il y a eu des pertes de balles dans un mi-temps C'est pas acceptable. qui sont coupables à ce niveau-là, je trouve, et que offensivement, il n'a rien apporté. En tout cas, j'ai rien vu. Euh, Peut-on lui reprocher alors que c'est pas sa place? Pas vraiment, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que dans ce match-là, il n'a rien apporté défensivement, Ouais. ni offensivement, ni offensivement, ni défensivement, pardon. Et voilà. Merino, pourquoi? Parce que sur le premier but, je pense que si, tu sais, le premier but, petite parenthèse
de Villa, où l'attaquant met sa tête plongeante devant Merino. Ça fait penser à deux buts. Un en notre faveur et un contre nous. Bah, en notre faveur, le premier but de Martinelli. Il passe devant. Mhm. Donc il gagne son duel. Il gagne son duel, ça fait but. Mhm. Le défenseur, Il voilà. gagne son duel. Le match contre Manchester United, où il y a un centre pour Trossard et le défenseur qui a fait un putain de match d'ailleurs. Maguire, je présente. Non. T'as pas une petite chanson le temps que je trouve son nom ou une petite blague? est venu le. On s'excuse, hein, mais ça va vite me revenir. Martinez, Lisandro? Non, 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 bouge pas, je te le dis tout de suite. Wayne Rooney. Euh, David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs. de Ligt. Ah, de Ligt. Il revient et en fait, Trossard, il est devant le but et De Ligt met à un extérieur du pied pour sortir la balle du but. Tu vois la différence entre quand tu veux t'arracher ou pas. Et Merino, en fait, Gabriel contre Tottenham. ou Gabriel, ouais, exactement. Tu vois, bah voilà, tu vois. Et donc, du coup, à ce niveau-là, il n'empêche pas le but, donc il est en partie responsable. Voilà. Que je l'ai trouvé inutile, je ne vais pas dire mauvais. Donc voilà, à partir du moment où tu m'impressionnes pas, Havertz aurait pu l'être, mais il a au moins le mérite de marquer le but, presque un deuxième avec son avant-bras, ou son torse, on ne le saura jamais. Et Ødegaard, parce que plus que Havertz, Ødegaard doit peser dans notre jeu et dans notre équipe, et parce que c'est notre meneur de jeu, parce que c'est notre métronome, parce que c'est notre Dieu Meilleur vivant joueur. presque, et c'est notre meilleur joueur sur le terrain qui doit être capable d'accélérer le jeu, alors que sur un match comme celui-ci, il l'a plutôt ralenti. Voilà. T'es top? Mes top Trossard, qui a commencé en étant Clément Turpin, puis Leandro Tocard, et puis finalement Leandro Trossard. Il a fait un match, franchement, pour le coup de leader, c'est lui qui a mené l'attaque. À l'image de son match quand même contre Tottenham, où moi je l'avais trouvé plutôt intéressant. Mais là où contre Tottenham, pardon, il a été intéressant une mi-temps, on va dire, ou par Simoni. Sur ce match, il l'a été vraiment quasiment tout au long, très déstabilisant et très intelligent surtout. Euh, donc ça, c'est le Leandro qu'on aime et j'espère qu'il va continuer comme ça. En deuxième top, Rice, qui a fait un match extraordinaire. Franchement, j'aimerais vraiment qu'on ait des stats sur le nombre de courses à haute intensité qu'il fait, le nombre de kilomètres qu'il parcourt par match. Mais je ne sais pas quoi dire sur ce joueur. En tout cas, moi, c'est tout ce que j'aime chez un joueur de foot en termes d'exemplarité. Et en plus, il est excessivement beau gosse, je trouve. Donc, ça parle pour lui. Non, blague à part, je le trouve trop fort. Je le trouve trop fort, même dans un rôle qui ne lui sied pas. Il se bat et il a parcouru un nombre de kilomètres aujourd'hui, enfin, hier, du coup, assez impressionnant. Et le troisième top, Lewis Kelly, quand même, qui a fait un bon match, qui n'a pas été très en danger sur son côté et qui tient son rang malgré ses 18 printemps. Voilà. Ouais. D'ailleurs, dans l'épisode d'hier, enregistré hier, on avait fait un petit focus sur Lewis Kelly. Parce que ce qu'il fait, c'est vraiment très juste dans l'interception, dans la créativité. À un moment donné, sur l'occasion où Trossard il est hors jeu de peu, c'est lui qui met la balle en profondeur. Il est vraiment doué. Donc, comme quoi, hein, tu vois, on n'a pas de plan, tout est fait un petit peu à Il se l'arrache. cache pas, en Et fait. C'est ça souvent, qui est ça. fort avec Lewis Kelly, c'est qu'il se cache pas, il joue sur ses qualités. Et en fait, c'est tout ce qu'on demande. Moi, je ne demande pas aux joueurs de faire des roulettes, des sombreros et tout. Joue comme tu sais le faire. Et Lewis Kelly, à 18 ans, il tient son rang physiquement. Moi, c'est ça qui m'impressionne, c'est que bah, il est solide sur ses Il appuis, a des il se fait sacrés pas beaucoup, cuisseaux, hein. ouais, il se fait pas beaucoup bouger. Et puis, en fait, il prend ses responsabilités. Il se cache pas, contrairement à d'autres joueurs dans cet effectif. Moi, du coup, mes tops, ça va être les tiens, c'est-à-dire, parce que ça me paraît tellement logique, c'est-à-dire MLS et Rice, parce que franchement, waouh, et Trossard, parce que il a été décisif, créateur, percutant,
Et que, comme tu le dis, aujourd'hui, ça a été, même s'il n'est pas buteur, mais qu'il est double passeur, c'était lui le danger sur notre ligne d'attaque. Donc, pour l'avoir tellement dézingué du Turpin Trocard titulaire qui ne sait rien faire et et qui ne peut mériter qu'un rôle de super sub, et ben merci en tout cas sur ce match-là de m'avoir prouvé le contraire et bravo pour la performance. Mais comme quoi, on n'a pas des têtes de turc, hein. Quand les joueurs font des bons matchs, on est les premiers à le reconnaître. Et en fait, on est tous là à vouloir que tous les joueurs fassent des bons matchs. Demain, Merino, il fait un match de ouf et il devient titulaire indiscutable. On le dira, Mais hein. je suis le premier à dire bravo. Il va faire un bien coup de barre, hein. Et que je suis nul, comme dirait Fred Herbel. Je suis nul. Il ne faut jamais critiquer le meilleur joueur du monde. Je serai le premier à le dire. Mais bon. C'est pas demain pour l'instant. Oui, c'est pas demain. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. On parlait. Oui, et ce que je t'avais aussi dit, si on avait 5 Declan Rice hier, 3 MLS et un demi Trossard, un demi Martinelli en plus, en fait, c'est ce dont on a besoin. Et c'est là où je dis que finalement, les joueurs ont lâché le match et le résultat. Parce que Rice, tu parles de lui, Je on en pense qu'à parle souvent. 2-0, évidemment qu'à 2-0, on s'est dit qu'on avait fait le plus dur. Oui, non mais tu vois, on parle souvent de Rice, mais en fait, Rice, qu'est-ce qu'on aime chez lui? Parce que c'est pas le plus fin C'est un techniquement, hein. exemplaire raté. Mais le mec, il s'arrache de la première à la dernière minute. Et que même quand il est pas bon, en fait, Il s'arrache. l'investissement qu'il Ouais, met bien sûr. mérite même pas qu'on lui mette un flop, même s'il n'était pas bon, Bien parce sûr. que c'est un mec Il a qui fait ne tout ce qu'il lâchera pouvait. Il a jamais. fait tout Voilà. ce qu'il pouvait. Et tu peux être dans un jour sans, mais au moins bats-toi, tu Ouais, vois. Et en fait, absolument. c'est ce qui a manqué. Mes chers, on arrive sur la fin de l'épisode. Enfin, certains diront, pour ceux qui nous écoutent jusqu'à la fin. Bon, même moi, je me le dis, hein. Mercredi, on joue Ligue des Champions, une parenthèse dans le championnat. On joue à la maison, cinquième match consécutif pardon, à l'Emirates, face à Belgrade, dans une Ligue des Champions qui est serrée, mais dans laquelle on est en ballottage favorable actuellement au niveau du classement. Moi, je dis, je pense, j'affirme et j'implore Mikel Arteta de faire tourner ou du moins de laisser du temps de jeu à Kivior avec Gabriel, parce que c'est un match que tu ne dois pas prendre à la légère, parce que Bien sûr. on a un point d'avance sur le neuvième au classement. Et qu'en cas de contre-performance, ça gagne derrière, tu vas être genre 14e au classement, tu vois. Donc on ne peut pas se permettre. Par contre, moi, la blessure de Saliba peut m'inquiéter et à mon avis, en attendant de savoir, et je pense que mercredi, on ne saura pas, en attendant de savoir, il faut que Kivior puisse avoir au moins un match dans les jambes avant de retrouver la première ligue. Ouais. Donc, mettons l'équipe titulaire. Est-ce que tu penses pas qu'il va remettre la même équipe? Le même 11, Mm. bah, ça serait une erreur. Si sur ce match-là, tu n'as pas compris que du dépannage n'est pas du poste et que Kivior doit et potentiellement peut être amené à jouer pour pallier la blessure de Saliba, à un moment donné, donne-lui du temps de jeu et vois ce que ça donne. Et si vraiment il est éclaté, que vraiment qu'il est mauvais et qu'il donne 4 buts à Belgrade, on dira ok, on a tenté le coup, ben on revient au championnat, Exactement. voilà. Mais là, il lui faut du temps de jeu et il faudra peut-être penser à faire souffler certains, mais je ne vois pas qui, parce que qui est capable de prendre la place de Degarde aujourd'hui, il n'y a personne. Par contre, il faut peut-être Non, mais tu peux mettre Jorginho sur le match, tu peux mettre. Jorginho, il peut remplacer le numéro 6. Donc, que ce soit Ouais, Partey ou Rice, tu vois, il peut. Même Zinchenko, moi, franchement, Zinchenko, je le tenterais bien au milieu, par exemple, dans le milieu à 3 sur ce match contre donc là, tu Belgrade. tentes quelque chose à ce Ouais, moment-là. En Oui, fait, c'est contre Belgrade que tu dois tenter, hein. ouais, mais il faut garder une sorte d'équilibre. Et après, comme on le dit à chaque épisode, quand on conseille à Arteta de changer ou d'essayer ou de faire tourner, au pire, à la mi-temps, ça va pas. Tu as 5 changements dans un match. Michael, tu peux changer la moitié de ton équipe. Même pas même au bout de 20 minutes. S'il faut, bien sûr. Oui. Donc, ose. Ose. On se rappelle le Tavares qui était passé à côté Eh oui. dans un match. Il était sorti, c'était à l'époque d'Arteta déjà, je La crois. All or Nothing, la saison All or Nothing, ouais. Voilà, et ben il est pas dedans, tu sors, mec, tant pis pour toi. Mm. Voilà, ça reste du foot, on reste des humains et on n'est pas des robots. Et puis quand tu passes à côté, tu passes à côté. Enfin bref, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Méchad, merci d'avoir fait pour la deuxième fois ce débrief. Merci Avec plaisir. de ta présence ce week-end. J'espère que tu as kiffé la D2 allemande. On a vu 2 matchs. C'est incroyable. Il faisait très froid, mais on a vu 10 buts en 2 matchs. C'était assez drôle. Ouais. Voilà. Et puis, on vous donne rendez-vous
demain lundi dans un space 20h, 22h. De rester informé et connecté sur X. On va notamment aborder de nouveau le cas Merino et on se retrouve pour ceux qui sont des habitués du podcast dès mercredi soir ou jeudi matin pour certains dans un nouveau débrief du match d'Arsenal en Ligue des Champions face à Belgrade. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée si vous nous écoutez le soir, une bonne fin de week-end si vous nous écoutez encore ce soir, et sinon une bonne semaine si vous nous écoutez lundi. Je vous fais plein de gros bisous et come on Gunners! Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.